J'ai écrit Si j'étais un homme pour participer à un concours que j'ai perdu au premier tour. Parce que non seulement il y avait Diana, le prince Charles. Alors c'était une table de 6, on était 2 femmes, elle et moi. On devait être une centaine d'artistes présents à ce dîner. Et c'était drôle parce que Johnny s'est mis à draguer Sylvie. Aujourd'hui, je reçois Diane Tell. Oui, la chanteuse, auteure, compositrice mondialement connue qui nous vient du Canada. Comment elle a rencontré Johnny Hallyday et la princesse Diana? À 20 ans, elle a écrit un tube, toujours très d'actualité. Comment est née cette chanson culte? Elle est même propriétaire de tous ses droits. C'est une artiste libre et indépendante. Elle va nous dévoiler les dessous de l'industrie musicale. Elle nous dit tout dans cet épisode. Alors reste bien jusqu'à la fin pour les 3 instants signature. Merci d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et surtout n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. Écouter des parcours inspirants, c'est apprendre autrement. Alors laissez-vous inspirer. Bonjour Diane. Bonjour Anne, yes. Exactement. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Je suis vraiment ravie. À Genève. Vous avez fait donc un peu de route et je vous en remercie infiniment. On est au sein de la Synergie Plus au niveau de cette salle. Un grand merci à eux et une petite mention à Pâques Entreprise grâce à Cyril qui nous a mis en relation. Donc un grand merci à eux. Et aujourd'hui, comme vous le savez, j'aime bien écrire un petit texte sur mon invité. Et j'aime bien démarrer par une citation d'une personne célèbre alignée avec mon invité. D'accord. Mais évidemment, aujourd'hui, j'ai décidé de vous choisir vous. Ah. Et donc, j'ai trouvé une citation que j'ai trouvée très intéressante. « Je ne dépends de personne pour créer, produire et défendre ma musique. Être libre, c'est aussi être responsable de tout ce qu'on fait. » Et j'ai trouvé extrêmement intéressant. Alors, Diane, vous chantez, vous écrivez, vous composez, vous produisez, vous photographiez et vous pilotez même des avions. Bref, si l'art était un couteau suisse, vous seriez la version de luxe avec tous les outils. À 6 ans, vous entrez au conservatoire. À 12 ans, vous écrivez vos premières chansons. À 17 ans, vous avez même déjà une 50aine de chansons. Et donc, à 20 ans, vous écrivez un titre mythique que tout le monde connaît, Si j'étais un homme, devenu un hymne féministe sans que vous ne l'ayez vraiment prévu, et pourtant, il résonne toujours autant aujourd'hui. Vous êtes propriétaire de vos droits, vous avez créé votre propre maison de disques et prouvé qu'on pouvait faire son chemin en restant libre. Un vrai modèle d'indépendance, un peu ovni, fortement inspirante, et vous transmettez votre vision du métier d'artiste et de l'industrie musicale au travers de votre blog Diane Cause Musique, que j'ai trouvé extrêmement intéressant et avec énormément d'informations. Vous avez traversé les océans, collaboré avec Michel Berger sur, bien sûr, la légende de Jimmy, croisé Johnny Hallyday et même Diana, la princesse. Et aujourd'hui, vous vivez en Suisse depuis presque 10 ans. Mais on va aussi parler d'actualité. Alors, est-ce que Diane Tell chante toujours? Fameuse question. Chers auditeurs, cet épisode promet d'être aussi vibrant qu'inspirant. Diane, bienvenue dans Parcours Inspirant. Merci de votre accueil. Je vais essayer d'être inspirante, d'être inspirée dans mes réponses. Oh, j'en suis certaine. Donc comme vous le savez, le concept, c'est qu'on va repartir depuis votre enfance, remonter les étapes et le fil du temps pour comprendre la Diane d'aujourd'hui. Alors très jeune, la musique fait déjà partie intégrante de votre vie, puisque à 6 ans, vous entrez au conservatoire de musique au Val d'Or pour étudier le violon avant de même poursuivre avec la guitare classique. Alors, est-ce que vous pouvez nous partager un souvenir lié à cette période ? J'ai habité en Abitibi-Témiscamingue. Vous pouvez répéter après moi? Abitibi, ça je peux. Témiscamingue. Témiscamingue. Témiscamingue sont de 2 immenses régions du Québec. C'est de la langue, je crois que ça vient de la langue cri, donc qui est une des communautés
autochtone du Québec. Et ça veut dire là où les eaux se séparent. Donc, il y a des eaux qui partent vers le Grand Nord et d'autres vers le Sud. Donc, c'est vous dire qu'on est quand même pas mal au Nord. Et nous habitons Val d'Or, donc c'est une ville un peu perdue, une ville minière. Il y a beaucoup de mines de cuivre, d'or, toutes sortes de métaux. Et donc, le conservatoire, à l'époque, n'existe pas en région. Donc, pour aller au conservatoire, il faut aller dans les grandes villes. Et puis, il y a le Premier ministre qui a décidé qu'il allait y avoir des conservatoires en région. Donc, ils ont créé ce conservatoire. Ils ont engagé un monsieur en Belgique qui s'appelle monsieur Davignon, Edgar, qui était le professeur principal. Il y avait un deuxième professeur qui enseignait le violon, Louis Rebello. Et il fallait, pour que le conservatoire puisse ouvrir ses portes, qu'il y ait un minimum de 26 enfants, d'après la légende. Donc, les trois chez nous, on est partis au conservatoire un peu coup de pied au derrière. Moi, je voulais pas du tout aller au conservatoire. Je voulais faire du ski. Je voulais devenir Nancy Green et épouser Jean-Claude Killy. Mais bon, le coin, c'est un plateau, donc c'est assez élevé. Mais la montagne où on faisait du ski faisait 170 mètres de haut. Et en plus, l'hiver, il fait très, très froid. Donc, c'était probablement pas le meilleur endroit pour devenir skieuse professionnelle. Alors, j'ai fait de la musique et le conservatoire était dans un sous-sol, sous le commissariat de police. Donc, c'était pas très jojo. J'y allais à reculons, mais heureusement, le professeur de violon, qui était mon professeur d'instrument, a décelé chez moi un certain talent pour la musique. Et donc, il m'a énormément encouragée à changer d'instrument, parce que le violon, c'était pas pour moi, mais à continuer de faire de la musique. Et je rends un petit hommage parce que c'est vrai, quand on est 6-7 ans, évidemment, on ne sait pas ce qu'on veut. On ne veut surtout pas ce que nos parents veulent qu'on fasse. Donc, j'ai beaucoup de reconnaissance pour lui, car il ne m'a pas dégoûté de la faire. Au contraire, je n'étais pas très vaillante. Il m'a plutôt bien dirigée pour que je continue de faire de la musique. Et ça a été ma vie. Donc, c'était une belle expérience. Et en termes de rêve, quand vous étiez petite fille, alors à part skieuse professionnelle, vous aviez des idées? Non, surtout pas devenir chanteuse, ni musicienne, ni quoi que ce soit. Surtout pas. Non, je pense que j'étais une petite fille, tout ce qu'il y a de plus normal. Je rêvais du prince charmant, ces trucs comme ça. Et j'étais assez sportive quand même, un peu garçon manqué. Bien que ma mère, qui était assez talentueuse, faisait aussi de la couture. Et comme encore aujourd'hui, tous mes vêtements sont faits à la main par une personne. À l'époque, c'était ma mère. Donc, j'étais un garçon manqué, un peu carte de mode quand même. Ok. Qui était ambigu. Et donc, Diane Tell, c'est pas votre vrai nom? Non. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment c'est devenu votre nom de scène? Alors, je m'appelle Fortin dans la vraie vie. Donc, Fortin, c'est une famille qui a migré vers le Canada au XVIIe siècle. Donc, au début des grandes colonies françaises. Enfin, les grandes colonies, en tout cas par la taille. Je crois que mon premier ancêtre, enfin, le premier qui est parti de France, est parti, d'après la légende, parmi les 100 familles. Donc, on envoyait là-bas pour coloniser, c'est-à-dire faire des bébés. D'ailleurs, mon papa et ma maman avaient chacun de leur côté 12 frères et sœurs. Ah oui. Donc, je suis de la 11e génération. Alors, je pense que le message est vraiment passé de faire des bébés. Et du coup, il y a beaucoup de Fortins au Québec. C'est un peu comme Dupont en France, ou Aymon dans ma commune. Aymon, Morard, Bonvin, tout ça, des noms qu'on retrouve. Et donc, des Diane, alors là, je vous en parle pas. Je crois que dans ma classe, il y avait 2 Diane Fortin, 3 Diane. Alors, je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose quand même pour me démarquer un peu. Et j'ai choisi dans le bottin de téléphone, enfin, c'était ma mission, j'ouvre le bottin. Et chez nous, la société qui s'occupe de la télécommunication s'appelle Bell Téléphone, BE2L. Donc,
j'ai pas cherché bien loin. J'ai trouvé que le E2L, c'est super. Alors, la question, c'était est-ce que je mets B, T ou P? J'aimais bien Madame Peel, qui était le personnage de Chapeau melon et bottes de cuir. Belle, il y avait déjà, ouais, Diane Bell, je trouve que ça faisait un peu. Il allait y avoir beaucoup de blagues. Et Pell, encore plus. Finalement, je ne sais pas si j'ai choisi, mais l'imprimeur, je pense que vous connaissez ce métier, Oui. qui a reçu le message, était de l'Europe de l'Est, je ne sais pas de quel pays, mais en tout cas, ne parlait pas très bien français. Et il a compris tel. Voilà, c'est simple que ça. Je ne connaissais pas du tout l'histoire de Guillaume à l'époque, ni que j'allais un jour venir vivre en Suisse. Donc là, j'ai à peu près 14-15 ans. Et mes premiers concerts, déjà, avant que je fasse un premier disque, il y avait déjà la petite affiche avec Diane Tell. Plus dur, ça a été de l'apprendre à mon père, que j'avais changé de nom. Il l'a très bien pris. Ok. Mon père était médecin, il s'est fait appeler Docteur Tell Oh, waouh! par ses patients. Génial. En 1980 vient un troisième album, En flèche, avec un titre que bien sûr tout le monde connaît aujourd'hui encore, Si j'étais un homme. Cette chanson est devenue donc emblématique et qui a marqué un tournant dans votre carrière, vous propulsant au niveau international. Comment est née cette chanson? Alors, j'étais, avec le deuxième album, quand même assez populaire au Québec. Donc, j'étais très jeune, hein, j'avais 20 ans, et puis j'ai commencé à gagner des prix, et j'étais auteur-compositeur, ce qui était très, très, très rare. Il n'y avait pas de songwriters au Québec quand j'ai démarré. Les chanteuses étaient des chanteuses, et il y avait souvent un homme qui écrivait les paroles et un autre qui écrivait la musique. Quelques femmes écrivaient des textes, mais c'était quand même assez rare de faire les trois comme on voyait aux États-Unis avec les John Baez et Joni Mitchell et tout ça. Donc, le Radio-Canada, qui est l'équivalent de la radio-télévision suisse, hein, donc la radio-télévision nationale, choisissait les personnes qui allaient représenter le Canada dans les concours internationaux. Et il y avait à l'époque un concours à Spa, en Belgique, qui était un concours de chansons, pas de voix comme on le voit à la télévision aujourd'hui, ni d'interprètes comme on le voit à l'Eurovision, mais vraiment c'était la chanson qui était en concurrence avec les chansons des autres. Donc j'étais engagée pour faire ça, et donc il fallait écrire des chansons nouvelles. On ne pouvait pas participer avec des chansons qui étaient déjà enregistrées. Il a fallu écrire une chanson pour gagner un concours. Donc, je vous la fais courte. J'ai écrit Si j'étais un homme pour participer à un concours que j'ai perdu au premier tour. Ah oui. Et voilà, donc le garçon qui a gagné à l'époque s'appelle Jean Falissard. Et je ne me souviens pas quelle était sa chanson, mais les concours ne sont pas toujours révélateurs de ce qui va durer, en fait. Je ne sais pas si c'est le moment de donner des conseils à vos jeunes auditeurs, mais si vous perdez un concours, ne vous découragez pas. Peut-être que les juges se sont trompés. Mais alors comment elle a été découverte par la suite? Ah ben, on l'a mis dans l'album, tout simplement, qui suivait. J'avais pas le droit de l'enregistrer avant, mais après, évidemment, on l'a mis dans l'album. J'avais perdu le concours, puis c'était une période, il faut aussi recadrer un peu les choses. On est quand même au tout début des années 80, donc on est encore un peu dans le disco, mais pas tout à fait. Ça commence un peu à redescendre, hein, les Saturday Night Live et tout ça, ça commence un peu à retomber. Il y avait aussi le mouvement punk qui était quand même assez, depuis le milieu des années 70, était quand même assez important. Il y avait aussi pas mal de musique qui venait des États-Unis qu'on appelle aujourd'hui le yacht rock, mais qui était une espèce de fusion entre le jazz, le rock, musique assez sophistiquée, les Steely Dan, Chicago, et d'autres groupes assez construits,
Michael McDonald, évidemment, et tous ces gens-là. Il y avait la musique country dans mon pays aussi, beaucoup aux États-Unis, mais au Québec aussi, il y a pas mal de musique country. Et puis nous, au Québec en particulier, on était en pleine révolution culturelle. On a eu des référendums, savoir si le Québec allait devenir un pays ou pas. Il y avait des terrorismes, c'était assez complexe au niveau politique. Donc il y a euh, toute une ambiance de chansons très, très engagée en fait. Donc moi j'arrive avec Si j'étais un homme, qui est une chanson qui fait plus de 5 minutes, pas vraiment de refrain. Si j'étais un homme, je serais capitaine et je t'emmènerais en voyage, j'achèterais des bijoux, des appartements, des fleurs. C'est pas passé très bien parce que il y avait le mouvement des Women's Lib à l'époque. Donc, ouais, c'était une chanson qui était complètement à contre-courant, en fait. Et puis finalement, je pense que euh, déjà le titre, Si j'étais un homme, est Gainsbourg disait que le plus important dans une chanson, c'était le titre. Bon, je suis pas tout à fait d'accord, mais en l'occurrence, c'était vrai pour cette chanson, parce que Si j'étais un homme, c'est quand même, je pense, des mots que toutes les femmes ont dit à un moment donné dans leur vie, que ce soit petite, moyenne, grande, à l'école, adulte, ou si j'étais un homme, ça se passerait différemment, et on peut le dire encore aujourd'hui, bien sûr. Donc ça, je pense que le titre était pas mal. Et puis, ces mélodies un peu complexes et ces musiques un peu complexes, finalement, on a du mal peut-être à rentrer dedans, mais après, elles s'installent davantage. Et puis, euh, les revendications des femmes ont beaucoup changé, beaucoup bougé. Mais finalement, le titre s'est un peu transformé euh, sans en changer une seule lettre. C'est un peu comme de la pâte à modeler, quoi. Il s'est un petit peu euh, transformé avec les revendications des femmes. Si on remonte un petit peu le temps, en 1990, déjà 7 albums, et là sort une chanson culte, La Légende de Jimmy, avec Michel Berger. Pouvez-vous nous raconter comment cette collaboration est née? Alors déjà, ça n'a pas été facile au début, personne en voulait de cette chanson, je parle des radios quand c'est sorti. Mais encore une fois, Berger est un génie. Il avait bien fignolé sa mélodie. Luc Plamondon, quelqu'un qui sait exactement comment choisir les mots pour que les gens s'identifient en fait. James Dean, c'était quelqu'un de très important pour cette génération, la génération du Plamondon. Il aimait vraiment d'amour ce personnage. Et donc, la chanson a pris du temps à grimper dans les hit-parades, mais elle s'est installée, puis elle y est toujours. Maintenant, la collaboration, elle a commencé d'abord par un refus, parce que au début des années 80, donc je sors en flèche, Si j'étais un homme, quelques mois avant la sortie, on me demande de participer à une version canadienne ou québécoise de Starmania, ce que je refuse de faire. On me l'a demandé plusieurs fois, parce qu'il y a eu 10 ans entre La Légende de Jimmy et cette première version québécoise. Donc pendant 10 ans, pratiquement à chaque fois qu'ils refaisaient le spectacle, j'avais un coup de fil, tu veux pas jouer dans Starmania? Et à chaque fois, je leur dis ça, et particulièrement vers la fin. Écoutez, il y a beaucoup de femmes qui ont vraiment fait bien leur travail avec ces chansons. Je ne pense pas pouvoir ajouter grand-chose. Alors là, ils se sont dit, on va vraiment y aller. Et ils me mettent en rendez-vous, dîner en tête à tête avec Michel Berger, qui était absolument adorable. Et là, c'est Michel qui me dit, écoute, ma mission, c'est de te convaincre. On peut difficilement lui dire non. Mais encore une fois, je lui ai dit non. Je lui ai dit, écoute, non, vraiment, c'est pas possible. Le spectacle est trop marqué. Donc, par contre, si tu fais quelque chose de nouveau un jour, euh, je suis ton homme. Et donc, il a créé cette légende de Jimmy quelques années plus tard. Et j'ai été appelée pour auditionner pour le rôle. Et j'ai eu le rôle. Et j'ai eu la chance d'avoir
le personnage qui chantait la chanson toute seule. Parce que dans les comédies musicales, il y a toujours 2-3 chanteurs. Hein. Si on regarde... Il y a rarement une vedette qui ressort. Rarement. Dans Starmania, davantage. Mais toutes les autres comédies musicales qui sont venues derrière, je pense par exemple Notre-Dame de Paris, il y a toujours 2-3 chanteurs qui ont les grands thèmes et tout. Et là, j'ai eu la chance d'avoir ce cadeau de Michel. Et c'était un très beau cadeau. Je me rappelle encore de lui, lorsqu'on parlait de la sortie de ce disque, il m'a dit, bon, là, je t'ai offert une chanson, il va falloir que tu en prennes bon soin. Non seulement j'en ai pris bon soin, mais je l'ai réenregistrée dès que possible, parce qu'on n'a pas toujours le droit de le faire avant une certaine date. Et je suis très contente de la faire pratiquement à tous les spectacles. Ah oui, toujours aujourd'hui. On discutait des rencontres, et vous m'avez expliqué qu'il n'y a pas de rencontre liée au hasard. Cela naît d'un désir, et c'est aussi comme ça que vous avez rencontré Françoise Hardy. C'était né d'un désir. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu? J'ai l'impression que le hasard est quand même là. Parce que si on prend l'exemple de Françoise Hardy, je l'aimais depuis ma tendre enfance. Je pense que le premier disque que mes parents m'ont acheté, ça devait être un disque de Françoise Hardy. Parce que mes frères écoutaient beaucoup de musique anglo-saxonne. Et puis, bon, moi, j'aimais bien Françoise. Puis, j'ai commencé très tôt à écrire des chansons, vous l'avez dit, vers l'âge de 12 ans. Donc, j'aimais Françoise. Par contre, là où le hasard intervient, c'est qu'elle faisait de la radio. Et à l'époque, elle était sur Radio Monte-Carlo. Elle avait une émission d'horoscope. Donc, elle a fait mon signe astral. J'étais son invitée. Elle a fait mon signe astral. Et à l'issue de l'émission, donc à la fin de l'émission, après que le micro était éteint ou fermé, je lui ai dit, est-ce que vous avez lu dans mon ciel qu'on allait se revoir? Elle a pris un papier, elle a écrit son numéro de téléphone, elle me l'a donné. Elle dit, voilà, le ciel vient de te répondre. Je l'ai appelé, on s'est vu, et évidemment, à la fin du repas, je lui ai dit, mais vous n'avez pas des textes comme ça qui n'ont pas trouvé leur compositeur? Elle m'a dit, ben, justement, j'en ai un. J'avais fait ça pour Michel, mais il a pas trouvé, je sais pas. Et c'est comme ça qu'est née la chanson Faire à nouveau connaissance. Et donc, c'est une chanson très importante dans mon répertoire, très belle pour le texte en tout cas. Et puis, on a quand même eu la victoire de la musique pour cet album grâce à cette chanson. Fantastique. J'ai lu dans Diane Cause Musique, j'ai assisté sur le plateau de télé au coup de foudre entre la comédienne Nathalie Baye et Johnny Hallyday. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette anecdote? Oula, ça remonte à loin. Vos auditeurs français, un peu plus âgés, vont se souvenir des Carpentier. Donc les Carpentier, c'était un couple qui était les rois de la variété, si je puis dire. C'est eux qui faisaient les très grandes émissions de variété à l'époque. C'était vraiment... Mais là, on parlait, dans ces années des Carpentier, les émissions de variété passaient dans toute l'Europe. Je ne sais pas trop par quel moyen ça se faisait, mais en tout cas, ça pouvait aller à 20 millions d'auditeurs. C'était vraiment d'énormes émissions. Et ils avaient une émission très importante, je crois que ça s'appelait Numéro 1, un truc comme ça, tout simple. Et c'était l'émission de Johnny. Donc, j'étais invitée. C'était la première vague de promotion autour de Si j'étais un homme. Donc, j'ai fait l'émission des Carpentiers. Puis la vedette était Johnny. Et elle avait un petit rôle parce que c'était des émissions de variété de la grande époque. Il y avait des petites piécettes, il y avait des duos, il y avait toutes sortes de petites choses qui arrivaient dans l'émission. C'était très construit, répété. Rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. Alors qu'il n'y a plus vraiment de ces émissions de variété, de musique à la télé, mais à l'époque, c'était vraiment des shows de variété. Donc, il pouvait y avoir un magicien. Et Nathalie Baye avait un petit rôle, donc dans une petite piécette. Et puis, ils sont tombés amoureux, effectivement, et se sont mariés peu de temps après, ont eu un enfant, en tout cas au moins. Voilà, j'ai assisté à ça, c'était très drôle. Parce que Johnny, c'était un taiseux, il parlait pas beaucoup dans la vie. En tout cas, pas avec les mots.
Et puis, je me souviens d'un repas où tout ce qu'il a dit pendant tout le repas, c'est une histoire de quelle bague j'allais lui acheter et tout. Il était très amoureux, ouais. C'était marrant de voir ça. Il était très beau, hein. Là, il a une quarantaine d'années, il était assez beau. Très bronzé, mais beau pareil. Et en 96, vous l'avez revu lors du plus extraordinaire pot de départ jamais organisé à Paris. Est-ce que vous pouvez nous raconter, c'était le pot de départ de Monique Lemarcy? Oui, alors Monique Lemarcy, encore une fois, pour les auditeurs qui ont un peu de bouteille, c'était la programmatrice d'RTL. RTL, c'est la radio-télévision Luxembourg, mais qui diffusait dans une radio extrêmement populaire dans ces années-là. Il y avait Europe 1, Radio-Télévision Luxembourg, RTL, puis il y avait Radio France. Mais il n'y avait pas la FM encore. Et Madame Lemarcy programmait les chansons sur RTL. Mais c'est une très, très grande programmatrice avec un bagou pas possible. Elle était capable de dire... voilà, je propose telle chanson, puis si le patron de la chaîne disait bah ouais, bah j'aime pas trop, on la passera pas, bah, elle démissionne. Donc c'était vraiment et elle a fait des carrières. Elle a vraiment fait des carrières. Elle a imposé des chansons, dont Si j'étais un homme, puisque tout à l'heure je parlais d'une première vague parce que Si j'étais un homme est sorti donc en France en 81, en 81 pour parler suisse, et en fait le succès est arrivé en 83, 2 ans après, grâce à Monique Lemarcy, puisque elle m'a présentée dans une émission qui s'appelle Stop ou encore. Donc, ce sont 2 artistes en compétition, le public vote. Et donc, si par exemple je suis contre France-Galles et que je gagne le match, France-Galles est éliminé, remplacé par un autre. Et puis celui qui arrive au bout, il est programmé. Donc, c'est comme ça que la chanson a démarré sur RTL. Alors, en 86, elle prend sa retraite et Laurent Voulzy et Jean-Jacques Goldman décident de lui faire un pot de départ. Donc, on reçoit une espèce d'invitation très secrète et on nous demande de venir au Doyen à Paris, qui est un grand restaurant aux Champs-Élysées, très grand restaurant aux Champs-Élysées. On n'a pas le droit d'emmener un fiancé, un amoureux, une copine, un mari, une épouse, un attaché de presse, un agent, quoi que ce soit. Sur l'invitation, il n'y a pas de plus one, quoi. Ok. Donc, that's it. Alors, on se retrouve, évidemment, tout le monde a dit oui, parce on doit tous quelque chose à Monique Lemarcy. Puis en plus, c'est une invitation de Voulzy et Goldman qui sont absolument merveilleux. À dire non. Et puis bon, c'est quand même, voilà. Et donc, tout le monde a dit oui, enfin, tous les vivants, en tout cas, parce que les morts, évidemment, il y avait déjà des gens qui étaient disparus à l'époque. Mais non, elle était aimée de tous. Donc, ça va de Francis Lemarque jusqu'à Indochine, en passant par Vanessa Paradis. Et il y avait tout le monde, donc on devait être une centaine d'artistes présents à ce dîner. Et c'était drôle parce que Johnny s'est mis à draguer Sylvie, parce qu'il n'a pas eu le droit de venir avec sa copine de l'époque. Je me souviens plus quand c'était. Donc voilà, alors la soirée était assez épique. Disons le premier moment de la soirée où tout le monde était à peu près sobre. On buvait, on fumait des cigarettes à l'époque dans les restaurants. On fumait pas d'autre chose. De tabac qui fait rire, mais on fumait des cigarettes et on buvait de l'alcool, évidemment. Et puis avec Renaud, on s'est dit, ouais, moi, de toute façon, il me dit, moi, de toute façon, je suis toujours le dernier à partir. Je lui ai dit, attends, on va faire un concours. Et on est partis les deux ensemble à 9h du matin. Ah oui, 9h. Il a été charmant avec son chauffeur. Il m'a ramené à mon hôtel. Tout était nickel. J'ai pas perdu le concours, lui non plus. Mais ce qui était drôle, c'est qu'on était quand même au Doyen et il y avait quand même des repas le lendemain, quoi. Puis vers 3-4 heures du matin, on était peut-être 7 ou 8 autour de la table. Et à un moment donné, il y a 4 serveurs qui viennent, ils prennent la table avec les cendriers pleins, les bouteilles vides, les verres à moitié vides, à moitié pleins. Ils prennent tout, ils enlèvent tout, la nappe, tout. On se retrouve
un peu comme aux alcooliques anonymes. Là, bon, je m'appelle Diane, je suis alcoolique. Et puis on s'est dit, oh là là, on va se faire virer. Il était 3-4 heures du matin quand même. Pas du tout. Ils reviennent, balle neuve, table neuve, nappe propre, les verres propres, les bouteilles pleines, les cendriers propres. Et c'est reparti. Et on est resté jusqu'à 9 heures. Je vous dirai pas qui est resté, mais Udo Frey est resté jusqu'à la fin. Et il va avoir 100 ans. Donc, quand même. Il buvait de l'eau, par contre, mais... Vous m'avez dit que vous aviez aussi rencontré la princesse Diana. Oui, j'ai eu la chance même de dîner avec elle. Car à l'époque, dans les années 80, au début des années 80, elle venait à peine de se marier. Je ne sais pas si elle avait déjà l'idée d'un enfant dans son ventre, mais en tout cas, elle était toute jeune. On avait à peu près le même âge. Et elle était invitée pour un barbecue à Ottawa, donc qui est la capitale du Canada, par monsieur Trudeau, donc le père, celui qui était Premier ministre à l'époque, le père de Justin. Et j'étais invitée à ce barbecue. Alors on arrive, on ne pouvait pas y aller en voiture, il fallait prendre des bus à Montréal pour se rendre jusqu'à Ottawa. Enfin, c'était déjà très particulier parce que non seulement il y avait Diana, le prince Charles, mais il y avait aussi des politiciens de partout. Enfin, c'était quand même assez important comme barbecue. Et j'arrive là-bas, il y a 500 personnes au barbecue en question sur la colline du Parlement. Et puis, je me demande un peu comment ça se passe. Et j'apprends qu'il y a 2 tables où les places sont réservées. Le reste, c'est Classement libre. débrouille-toi. Oh, je me suis dit, mince, alors, ça va être compliqué parce que je suis pas du genre à aller me pousser pour me placer bien ou quoi que ce soit. À un moment donné, il y a une petite jeune femme qui vient me voir, elle me dit, vous êtes Diane? Je dis, oui. Elle dit, venez avec moi. Vous êtes à la table de Monsieur Trudeau avec la princesse. Oh, wow. Ah bon? Alors, c'était une table de 6. On était 2 femmes, elle et moi. Et puis, les autres, c'était des copains de Monsieur Trudeau. Il y avait un photographe, un écrivain. C'était très cool. Et le prince était à une autre table. Et il était avec Ginette Renault. Alors, pour ceux qui vous écoutent au Québec, ils vont rigoler parce qu'elle, c'était vraiment... c'est une dame, au contraire, vachement rigolote, quoi. Elle a pas peur des mots. Et il a dû passer une bonne soirée, le prince Charles, ce jour-là. En tout cas, moi, elle était là, à ma droite, comme vous. Et on a discuté, il était très intrigué par la chanson, le spectacle et tout ça. C'était un beau cadeau de M. Trudeau. On se connaissait un peu, alors et il m'invitait parfois dans des trucs comme ça, mais alors là, vraiment, sympa, c'était super. Ouais. Je vous propose qu'on fasse un petit jeu. C'est le jeu de l'entracte. Le principe est simple. Mon invité va piocher 5 cartes. Ce sont 5 questions qui commencent toutes par « la dernière fois que ». Il a bien sûr 3 jokers pour passer s'il veut éviter une question. Prêt? C'est parti! La dernière fois que j'ai eu super peur, probablement en voiture, parce que je roule beaucoup et je fais beaucoup de routes depuis la Suisse jusqu'en France. Je chante beaucoup en Belgique, dans le Nord et tout ça. Et il y a des fois où on se fait vraiment peur. Vraiment. Très bien. Allez, la deuxième. La dernière fois que j'ai entendu une info hallucinante, je pense que c'est quand M. Trump, qui en sort une par jour, mais je vais en choisir une au hasard, quand il a dit, bon, j'ai signé un décret comme quoi, maintenant, aux États-Unis, on ne parle plus l'anglais, on parle l'américain. No comment. En américain ou en anglais? La dernière fois que j'ai eu une belle galère, je crois que c'est en avion. Donc, je pars de Genève pour aller à Toronto, recevoir un prix. Et cet avion doit s'arrêter dans un aéroport de fortune parce que quelqu'un a fait un malaise dans l'avion. Et on s'arrête au Labrador, l'endroit où, lorsqu'il y a eu 9/11, tous les avions ont été obligés de se poser là-bas.
Donc, c'est un aéroport qui est habitué aux atterrissages un peu forcés, inhabituels ou comme ça. On est resté plusieurs heures. Et comme il y avait un vol via Montréal, quand je suis arrivée à Montréal, évidemment, j'avais entre guillemets raté celui qui allait suivre, donc pour lequel j'étais programmée. Et la compagnie aérienne que je nommerai pas m'a tout simplement annulé, cancellé, je n'existais plus. Et ça a été très complexe pour trouver un vol, pour me rendre jusqu'à Toronto pour avoir ce prix. Et Belle galère. oui, vraie belle galère, mais souvent en avion, ça peut l'être, ouais. Très bien. La dernière fois que j'ai remarqué que j'avais une habitude bizarre. Qu'est-ce que j'ai comme habitude bizarre? Ben, j'en ai eu une, mais elle est récente. C'est que j'habite une maison Minergie, donc c'est un petit chalet en montagne où il n'y a pas de chauffage. Et ça fonctionne très bien. Mais parfois, il fait un peu frais dans la maison. Donc, je me suis acheté une bouillotte. Et maintenant, je ne peux plus me passer de ma bouillotte. Je vais au lit avec ma petite bouillotte, avec un petit pull de laine. Elle a un petit pull de laine. Et je dors avec une bouillotte. Je trouve que quand même, c'est une habitude un peu bizarre. Surtout que j'ai emmené la bouillotte en voyage. Alors que dans les hôtels, en général, c'est chauffé. Très bien. Allez. La dernière fois que je me suis dit, j'en peux plus. Ou alors là, je peux dire hier ou avant-hier. Ou, ben, je vais vous dire hier. Je prépare mes concerts avec des musiciens qui sont au Québec. Donc, je dois préparer avec des bandes, terme qui n'est plus utilisé aujourd'hui, mais en tout cas des enregistrements. Et donc, je vais me balader en montagne et j'écoute. Et je ne supporte plus de réentendre ces enregistrements où je me trompe dans la chanson. Parce que je suis obligée de l'écouter 25 fois tous les jours, donc avant le concert, pour m'entraîner. Et je supporte plus de m'entendre me tromper dans telle ou telle chanson. Voilà. J'en veux plus. Très bien. Écoutez, merci. Je vais vous l'offrir. Ah, super. Oui, je pourrais. Ce serait un bon jeu à table quand on n'a plus rien à se dire. Ou à l'apéro. Ou à l'apéro. C'était l'entracte, sponsorisé par infiniprinting.ch, qui a imprimé ce jeu de cartes pour nous. Vous avez aimé? Dites-le en commentaire et surtout, proposez vos idées de questions la dernière fois que... Et donc, engagement rime avec long terme, mais aussi avec local, et donc en Suisse, où donc vous êtes, ça fait presque 10 ans d'ailleurs que vous êtes en Suisse, et notamment aux côtés de la fondation Le Grand Sourire, qui est dans le but d'apporter de la couleur dans la vie des enfants en situation de handicap, mais aussi de soutenir leur famille. Et il y a justement eu un concert caritatif le 23 août, que vous avez fait avec eux à Neuchâtel. Oui. La cause enfant, c'est une cause qui vous tient particulièrement à cœur? Bon, il y a plein de causes qui me tiennent à cœur, on ne peut pas tout faire. Hein. Mais en l'occurrence, c'est plus à travers les gens que je rencontre. Donc là, je chante à la Neuveville, dans une petite boîte à chansons, on va appeler ça comme ça, il y a 2 ans environ. Et à l'issue du concert, donc on discute avec les gens du coin et je rencontre des personnes qui me parlent de cette association et on devient amis. Et c'est plus ça, je veux dire, qui m'a amenée à travailler avec eux. Il se trouve qu'ils sont adorables, ce sont des gens absolument formidables. Eux-mêmes ont eu la difficulté d'avoir un enfant qui a besoin d'assistance 24 heures sur 24. Ah oui. Donc c'est sûr que pour une famille, même si tu as les moyens d'engager des gens, il y a des limites, quoi, même avec des moyens, quoi. Et on n'imagine pas ce que c'est pour ceux qui n'ont pas de moyens. Donc, ils ont créé cette association. Et donc, j'en fais partie, en tout cas, d'une manière amicale. Et puis, de proposition en proposition, ils ont décidé de créer ce concert. Et puis, j'y chante. Je suis un peu la MC, mais il y a aussi des jeunes, des associations qui vont aussi se produire en spectacle. Parce que j'ai travaillé aussi dans le passé pour le Kiwanis et tout ça.
Et j'ai toujours détesté faire des concerts caricatifs pour les personnes qui vont donner des sous, mais sans les personnes qui vont en bénéficier. Alors j'ai toujours dit, moi, si vous me voulez dans votre truc, il faut que les bénéficiaires fassent partie de la fête. C'était pareil à Cuba, c'était pareil aussi en Afrique, puisque évidemment on rencontrait tous les bénéficiaires. Donc moi, si c'est pour aller chanter pour des gens qui ont des sous et qui n'ont pas les bénéficiaires, je suis pas contre, mais c'est pas pour moi. Très bien, c'est très clair. J'aimerais qu'on parle un petit peu de votre processus créatif. D'où vous viennent vos inspirations? Alors, je ne sais pas vraiment, parce que l'inspiration, c'est une espèce de puits dans lequel on voit pas le fond finalement, donc on ne sait pas trop. Mais à mon avis, le travail de l'artiste, c'est de se mettre en condition d'être inspiré plus. Donc, que d'aller chercher l'inspiration. L'inspiration, elle est à l'intérieur de soi. C'est la vie qu'on a eue, c'est les difficultés qu'on a eues, les bonheurs qu'on a eus, les choses qui nous ont marqués, même si ça ne nous est pas arrivé à nous. On peut être sensible à certaines choses et moins à d'autres. Ça peut être des fois un livre, un film, ça peut être plein de choses. Donc l'inspiration, à mon avis, c'est son travail à elle, la muse. C'est qu'elle elle forge notre pensée, notre esprit, notre manière de vivre les choses. Et après, l'artiste, lui, son travail, c'est de se mettre dans des conditions où ce travail qui a déjà été, on va dire, façonné par son subconscient, on va appeler ça comme ça, faute de meilleurs mots, ben, ce travail, il a été fait. Maintenant, il faut se mettre en position et en condition pour aller travailler ça. Donc, pour moi, c'est un petit chalet à la montagne, avec pas trop d'activités autour, pas trop des gens qui sont gentils, qui vous respectent, qui respectent la solitude, qui respectent la tranquillité, bien que parfois je fasse moi-même beaucoup de bruit. Mais par exemple, j'ai beaucoup de mal à travailler dans les grandes villes. J'ai vécu à Paris pendant 3 ans, 4 ans, j'ai dû écrire une chanson. Et ici, en Valais, en 10 ans, j'ai été plus créative que peut-être les 20 années qui ont précédé, quoi. Très bien. Vous avez écrit une autre phrase que j'ai trouvée sur Diane Cause Musique, que j'ai trouvée intéressante. « Ce que je souhaite, c'est qu'un maximum d'artistes prennent conscience de la valeur de leur travail. On ne peut pas vivre de sa musique si on ne comprend pas comment le système fonctionne juridiquement et économiquement. » Et quand je suis allée voir donc votre blog, qui est une mine d'informations, je trouve fantastique, j'invite beaucoup d'artistes à aller voir. Vous parlez donc de l'industrie musicale et surtout ce qu'on ne sait pas. Et j'aimerais qu'on aborde pourquoi vous écrivez autant sur cette industrie musicale. Quels sont les messages que vous aimez transmettre? Alors au départ, j'ai commencé à écrire sur l'industrie il y a 15 ans, donc avant même d'avoir ce blog, puisque le blog existe depuis, je sais pas, 2019 ou peut-être avant même. 2016 je crois, fait 10 ans à peu près que j'ai ce blog. Mais avant j'écrivais sur mon site diantel.com et j'ai commencé avec l'Adopi. Alors pour, encore une fois, les auditeurs, bon, c'est pas si vieux l'Adopi, ça date d'il y a 20-25 ans quand même. C'est quand Napster a donné un grand coup d'épée dans l'industrie de la musique en rendant la musique disponible et gratuite. Donc les pirates, quand les pirates sont arrivés en ville avec Napster, ça a été un choc terrible dans l'industrie. Et quelques temps plus tard, je crois que ça devait être peut-être 4 ou 5 ans plus tard, en France, ils ont créé un truc qui s'appelle l'Adopi, qui était la haute autorité je te dis pas de ce que c'est, que je m'en rappelle plus, mais c'était une haute autorité. Puis en gros, elle allait réglementer les choses, puis il allait y avoir des lois, des règles, des punitions, puis des gens qui vont recevoir des amendes et des prisons, aller en prison peut-être et tout ça. En gros, les coupables, c'était des gamins, quoi. Il n'y avait pas Madame Tartampion qui allait commencer à télécharger quoi que ce soit. C'était tous des gamins. Et puis, ils étaient trop contents de trouver la musique qu'ils ne trouvaient pas ailleurs. Parce que c'était ça qui était beau, en fait. C'est que tu trouvais la musique, que tu aurais voulu l'acheter, que tu ne pouvais pas l'acheter.
Bref, je me suis soulevée contre ce mouvement. J'étais vraiment contre, et puis j'ai écrit là-dessus, mais pas mal d'articles, et ça allait complètement à l'inverse du politiquement correct de l'industrie de la musique. Donc là, j'ai compris que l'industrie de la musique, c'était une industrie comme beaucoup d'industries qui défend son bout de crouton, quoi, en gros, hein. Donc l'industrie, ça fonctionne comme ça. Si tu fonctionnes pas comme nous, on te dit de fonctionner, donc les pirates, eh ben tu vas voir ce qui va se passer. Et ça m'a pas plu, parce que je trouvais que c'était une manière de, euh, moi, ce que j'entendais, le message que j'entendais, c'est que c'est nous la haute autorité, hein, c'est nous qui décidons. Et ça m'a jamais plu dans l'industrie. Je suis devenue indépendante très très tôt. Donc je me suis dit, ok, je vais rectifier le tir, je vais expliquer vraiment ce qui se passe. Qu'est-ce que la haute autorité? Qu'est-ce que l'industrie de la musique? D'où viennent les droits? Pourquoi c'est pas bien de faire comme ça? Comment on pourrait faire autrement? Et à partir de là, à chaque fois que j'ai lu ou entendu quelque chose qui était une propagande, hein, faut pas avoir peur des mots. Par exemple, encore une fois, c'est pas d'hier, mais il y a eu un mouvement à un moment donné de crowdfunding. Donc, il y a eu une maison de disques qui s'appelait My Major Company. Et là, il te disait que My Major Company était une compagnie de disques qui, elle, défendait les droits des artistes, que les artistes allaient gagner plus qu'ils gagnent dans le... Et tout ça, c'était faux, évidemment. On l'a su après, mais moi, je le savais déjà. Donc, j'ai écrit aussi là-dessus. Puis, encore, il y a très peu de temps, j'ai encore écrit sur autre chose. Dès que je lis un truc qui... Alors, vous me demandiez, j'ai fait une longue réponse, mais c'est important de dire pourquoi j'ai commencé à écrire. Ce que je veux, c'est si on dit des choses fausses dans le journal, et puis que pour moi, ça ressemble à l'industrie de la musique qui tape du coude un peu pour garder son espace de pouvoir, alors là, moi, je rectifie le tir et je donne aux artistes une espèce d'exemple, parce qu'ils me lisent pas tous, hein, mais une espèce d'exemple en disant, ben regarde, peut-être que ça, c'est pas vrai ce qu'ils disent. Peut-être qu'il y a un autre point de vue que tu pourrais entendre, et peut-être que tu pourrais creuser ça un peu, et puis au pire du pire, tu vas aller avec ces règles-là, mais tu vas au moins les comprendre, de sorte que si tu cèdes tes droits, tu sais ce que tu fais. Voilà. C'est juste ça, parce qu'on ne peut pas ne pas déléguer à un moment donné. On ne peut pas être partout, on ne peut pas être 150 fois par année sur scène, en studio le reste du temps, écrire des chansons, puis s'occuper de son management. Moi, ce que je fais, moi, tout le monde ne peut pas le faire. Donc, c'est bien de déléguer, mais pour bien déléguer, il faut savoir c'est quoi le job de la personne à qui tu délègues. Et justement, dans les idées reçues, le lien par rapport aux plateformes et le lien que vous avez avec votre public à aujourd'hui, le fait que les personnes vous écoutent sur des plateformes et le lien par rapport au modèle d'affaires, on en avait parlé un petit peu, il y a quand même beaucoup d'idées reçues là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Alors, dès le départ, quand les plateformes payantes sont arrivées, donc autrement dit, ils se sont arrangés entre les propriétaires de contenu, donc ceux qui en gros ont le pouvoir sur le contenu, c'est-à-dire les chansons d'hier et d'aujourd'hui, hein. Il y a des gens qui possèdent les droits de ces chansons et qui les gèrent, donc les ayants droit d'ailleurs on les appelle, et ceux qui diffusent la musique, donc pour pas aller trop loin, mais les plateformes, YouTube, même Facebook et tout ce qui est diffusé sur Internet, donc ils se sont mis d'accord sur des principes. C'est très complexe, on ne va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, ils se sont mis d'accord puisqu'on trouve les chansons sur les plateformes, donc il y a des accords. L'industrie de la musique, au départ, pas partout dans le monde et pas tout le temps, mais disons que la légende urbaine disait que les artistes ne gagnent pas d'argent avec le streaming, quoi. Les artistes ne gagnent pas de sous avec ça. C'est des voleurs. D'ailleurs, ils sont richissimes, les propriétaires des plateformes. Évidemment, après, on pense à toutes les Amazon de ce monde, Apple et tout ça. Évidemment, c'est des boîtes très, très riches, mais c'est pas avec le streaming qu'ils gagnent de l'argent, by the way.
Et donc, on nous a expliqué qu'on gagnait pas, on pouvait pas gagner d'argent avec ça. Sauf que ça rapporte beaucoup d'argent, le streaming. Donc, encore une fois, ce qui m'a pas plu, c'est que l'industrie s'est accaparée, en fait, cet argent. Parce que quand ils signent des accords, ben, ils signent des accords un peu qui les arrangent. Et ça m'a pas plu. Donc, j'ai expliqué qu'il y a beaucoup d'argent qui est payé par ces plateformes aux ayants droit. Maintenant, est-ce que vous êtes un ayant droit? C'est ça la question. Parce que si vous avez cédé vos droits à une maison de disques, vous n'êtes plus ayant droit, vous contrôlez plus rien. Donc là, c'est sûr que vous ne gagnez pas d'argent. Donc, à un moment donné, je pense que c'est une forme de propagande. Et puis, j'ai vu des gens que je connais pour vrai, dans la vraie vie, dire à la télévision, au téléjournal, preuve à l'appui, combien ça rapporte rien. Et puis, c'était des mensonges. Et du coup, comme les artistes connus connaissent rien à rien parce qu'ils s'intéressent pas à ça, donc ils continuaient comment dire, de soutenir la propagande de leur maison de disques. Et ça a le don de m'énerver profondément. Donc, j'ai écrit beaucoup sur le streaming. Alors, évidemment, il y a deux choses qui comptent. La première, c'est qu'il faut être streamé. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de personnes qui vous écoutent, il n'y a pas d'argent qui tombe. Et puis, il faut avoir vos droits. Si vous n'avez pas vos droits et que vous êtes streamé, vous ne gagnez pas d'argent non plus. Donc, il faut vraiment ces deux choses. Mais si j'ai encore quelques secondes, il y a trois choses qui sont importantes par rapport au streaming qu'on ne dit jamais. La première, c'est que la bibliothèque de n'importe laquelle des plateformes auxquelles vous êtes abonné, c'est la plus grande bibliothèque internationale de 100 ans d'enregistrement, plus, wow, puisque les enregistrements ont dû commencer à la fin du 19e siècle. Mais vous trouvez absolument tout, ce qui n'est pas le cas pour les films. Essayez de trouver un vieux film des années 50 français. Il va falloir vous abonner à un truc spécial et encore, vous n'allez peut-être pas le trouver. Mais certain que si vous êtes abonné à une seule plateforme de cinéma, vous n'allez pas trouver tout le cinéma jamais filmé de tous les temps en musique. Peu importe la plateforme, tout est là. Pratiquement tout est là, quoi. Des fois, il y a des niches. Bon, il y a des plateformes qui sont un peu plus jazz, d'autres un peu plus rock. Donc déjà, rien que la bibliothèque pour l'auditeur qui va payer 10 $ ou 10 francs ou 10 € par mois pour avoir accès à ça, c'est juste extraordinaire. Deuxième chose, pour l'artiste, tout son catalogue est disponible sur la planète Terre à tout moment. Et ça, à mon avis, c'est une des raisons pour laquelle aujourd'hui, Si j'étais un homme est encore si connu. Parce que si on était encore dans le monde physique, et si vous alliez à la FNAC, qu'est-ce qu'il y aurait de Diane Tell de disponible, honnêtement? Une vieille compile qui traîne, une vieille compile d'il y a 25 ans. Je pense que je vais enregistrer mon 15 ou 16e album. Tout est disponible en ligne, où que vous soyez sur la planète. Même si vous ne payez pas votre abonnement, vous pouvez l'avoir gratuitement via YouTube, par exemple, ou via SoundCloud, ou via Oui, bien sûr. plein de plateformes comme ça. Donc ça, c'est exceptionnel parce que tout mon travail est disponible. Donc je ne suis pas juste une vieille compile qui traîne au fond d'un magasin. Ça, c'est extraordinaire. Troisième chose, dans le monde physique, quand on sortait un album, on recevait une avance. Peu importe le montant, ça dépend de son pouvoir. Mais une fois qu'on a cette avance, si on est producteur, on avait l'avance pour produire le disque. Donc on se retrouvait au bout du chemin, sortie d'album, plus un sou en banque. Et là, il fallait attendre que la maison de disques se rembourse jusqu'au dernier centime avant de toucher le moindre sou. Et je peux vous dire que ça pouvait durer des années où on ne voyait pas la couleur de quoi que ce soit. Le streaming, quand tu as tes droits et quand tu as du contenu et que les gens t'écoutent, c'est juste une mensualité. Tous les mois, tu reçois non seulement un chèque, mais tu reçois en plus la liste complète de tout ce que le public a écouté en ligne. Donc, le gars qui est à Moscou, qui est abonné à Spotify Prime et qui écoute Si j'étais un homme,
le matin, le 4 mars 2023, c'est sur un décompte. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça permet aux artistes de savoir où ils sont joués, s'il y a des villes un peu plus... Moi, j'aime ce format. Là, j'en ai parlé d'une manière positive, mais c'est vrai qu'il y a aussi des points qui sont moins positifs. Mais ça, je laisserai ça à nos autres invités. Très bien, très bien. Merci pour cette explication. Avant qu'on attaque les 3 instants signature de la fin de cet épisode, j'aimerais que vous répondiez à cette fameuse question: Diane Tell chante-t-elle toujours? Ah oui, parce qu'on me le demande tout le temps. Oui, quand on a discuté ensemble un petit peu. Bah, c'est hallucinant des fois, mais vous m'aviez dit tout le monde vous posait un peu j'ai envie de dire, question. ça fait très, 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 très longtemps que c'est comme ça. Mais je vais chanter à Villeneuve, bord du lac. Il y a mon nom sur l'affiche est collée sur la porte de l'endroit. Je suis dans la salle, je fais mon soundcheck. Je m'arrête, il y a une dame qui me passe devant, puis qui me dit: est-ce que vous chantez toujours? Pareil sur les réseaux, tu mets concert à tel endroit, à telle heure, tel jour, telle ville, telle salle, et puis tu as des internautes qui te disent: c'est où? Ou c'est quand? Ou quand c'est que tu viens dans... Non, mais à un moment donné, tu te dis, mais on parle à des gens qui sont pas très attentifs pour lui. En tout cas, la réponse est oui. Et merci beaucoup donc, pour cet album. Mais c'est le dernier qui est pas très récent, mais il y en a un d'autre qui s'en vient bientôt. Merci beaucoup. J'aime beaucoup la couverture. Je la trouve très énigmatique et intéressante. C'est un très grand artiste basque qui s'appelle Kolduwika Jaolegui, qui a fait ce dessin, cette illustration. Magnifique. Quels sont vos projets? Alors, nous sommes en train d'organiser la prochaine tournée qui va commencer à l'automne 26. Possiblement se terminer, bon, ça se termine vraiment jamais, mais en tout cas, on est sur toute l'année 27 jusqu'en 28, parce qu'il y a plusieurs territoires, puis il y a plusieurs types. On commence par les salles, après on fait les festivals, enfin c'est tout un... C'est un peu comme pour le cinéma, hein. On commence dans les salles et après on finit sur les grandes chaînes de télévision, en passant par les plateformes et tout, mais c'est pareil pour les spectacles. Donc il y a un nouvel album qui va sortir en septembre 2026. Nous sommes en septembre 2025, donc il y a un premier single qui sort le 17 septembre, ou qui est sorti le 17 septembre. Je sais pas. Qui sortira. Alors, on a un nouveau single qui sortira le 17 septembre, qui s'appelle Le mot et la chose. Et donc, c'est un travail monstrueux de finir cet album, de planifier les spectacles. Et il y a plein d'autres choses qui sont liées aux sorties d'albums, des images qui bougent, et puis des pochettes, et puis les vinyles. Je suis productrice, donc je fais beaucoup de choses. Génial. Je vous propose qu'on attaque les 3 instants signature. On va démarrer par cette fameuse baguette magique. Ah oui. Qui appartenait à ma fille. Et donc, elle est trop grande maintenant ou quoi? Oui, elle a 12 ans. Ah, 12 ans. Ah, elle doit quand même y penser de temps en temps. Alors, baguette magique. Moi, je créerais un genre de Disney War. C'est-à-dire un genre de parc Disney, mais où on se fait la guerre. Donc, on n'aurait pas le droit de se faire la guerre dans des endroits où il y a des civils. Donc, celui qui déclare la guerre à l'autre est obligé de réserver le parc et de dire, voilà, moi, je veux te faire la guerre, toi aussi, ok, donc on va réserver le Disney War. On va appeler ça comme ça. Ils seront pas contents, Disney. Et on est obligé, donc, d'aller se mettre sur la gueule, si je puis dire, à cet endroit-là en particulier, parce que ailleurs sur la planète Terre, t'as pas le droit de te faire la guerre. Deuxième obligation, c'est que celui qui déclare la guerre à l'autre doit y aller lui-même, c'est-à-dire se prendre des bombes sur la tête. C'est ça que je ferais si j'avais une baguette magique. Merci. J'adore. On va attaquer le 2e instant. Donc, il y a cette fameuse sonnette que je vais mettre ici. Je vais la mettre là. Et donc, c'est l'instant tac au tac. Une dizaine de questions auxquelles il faut répondre rapidement. Et entre chaque question, je fais un petit...
Ça veut dire que je m'arrête de parler ou... Non, ça veut dire qu'il y a eu la réponse. Ah, d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a une citation qui vous inspire au quotidien? C'est pas parce qu'on est nombreux à avoir tort qu'on a raison. Si vous deviez décrire votre parcours en un mot, vous choisiriez lequel? Long. En quelques mots, quelle est la plus grande leçon de vie que vous avez apprise? La persévérance, je crois que c'est une leçon de vie où, lorsqu'on n'abandonne pas sa direction, au bout d'un moment, ça peut devenir payant. Ça, c'est sûr. Quel est votre plus grand regret? Pas assez de temps pour faire tout ce qu'on a à faire ou tout ce qu'on voudrait faire. Le plus grand coup de bol? Je crois que c'est d'avoir trouvé ma voie très jeune Mm. et d'aimer encore ce que j'ai choisi comme voie très jeune. Quel est le truc le plus fou que vous ayez fait? J'ai fait un saut en parachute avec un GIGN dans le dos. Ah ouais? C'était il y a longtemps? Quelque temps, oui. Quel conseil vous auriez aimé recevoir quand vous étiez petite? Je crois que je l'ai reçu. C'était, j'en ai parlé déjà. C'était change d'instrument, mais continue de faire de la musique. Mais c'est mon prof qui m'a dit ça, pas mes parents. Quel conseil vous donneriez à un artiste qui se lancerait maintenant? Te lance pas. Garde ton job de jour. Non, je crois que je donnerais le même conseil à n'importe quel jeune qui veut faire n'importe quoi. Fais ce que tu aimes. Parce que on passe beaucoup de temps dans la vie à travailler, en fait. Et si on fait pas ce qu'on aime, tous les métiers sont difficiles. Tous les métiers sont difficiles, quels qu'ils soient. Prof, infirmière, médecin, chanteur, tous les métiers sont difficiles. Mais si tu aimes ce que tu fais, c'est pas que c'est moins difficile, mais ça rend les difficultés plus faciles à accepter. Voilà, c'est ça que je dirais. La dernière question tac au tac, c'est à l'inverse, quel conseil le plus absurde vous ayez reçu pendant votre carrière? Le plus absurde, je pense que dès le début, on m'a dit de ne pas écrire mes chansons. C'était assez absurde. C'est-à-dire que d'entrée, comme j'étais une femme et que j'étais très jeune, je ne pouvais pas écrire des bonnes chansons. Et je pense qu'à l'époque, c'était très important. C'était plus aujourd'hui, c'est plus la personnalité. Sur Instagram, on like des personnes. J'ai envie de dire, peu importe leur musique. Taylor Swift, moi je connais pas beaucoup de ses chansons, mais c'est la reine, quoi. Non, mais c'est l'ensemble qui fonctionne. Et à mon époque, c'était les chansons qui étaient très importantes. Et ça, c'était un peu absurde parce que finalement, c'est ce qui a fait toute la différence. C'est que j'ai écrit mes chansons. J'ai dû me battre pour le faire. Merci. Il reste le dernier instant, la dernière minute. C'est la minute inspirante. Je vais lancer un minuteur et vous avez maximum 1 minute pour dire ce que vous voulez pour inspirer les auditeurs. Crois en toi si tu veux que les gens croient en toi. Ça commence comme ça. C'est comme un acteur. Si l'acteur il croit pas en ce qu'il fait, au rôle qu'il a joué, les gens ils vont dire il n'est pas bon acteur, il joue pas bien. Mais c'est pareil dans la vie. Il faut croire en soi pour que les gens possiblement croient en nous. Il faut s'aimer un petit peu aussi, je pense. Il faut s'aimer un petit peu pour que les gens peut-être nous aiment. Puis on a besoin de cet amour entre les personnes pour avancer, pour continuer, pour créer ensemble. Sois indépendante, oui, ou indépendant, mais tu peux être indépendant avec les autres. Donc c'est une espèce de, comme on dit, on peut être solitude à deux, on peut travailler en équipe tout en gardant sa ligne. Merci. Merci infiniment. 3, 2, 1, Ouais. c'est terminé. Magnifique. Diane, un grand merci. Si tu es encore là, c'est que cet épisode t'a plu. Alors pourquoi ne pas le faire savoir? Maintenant, les algorithmes décident de tout.
Alors montrons-leur que ce podcast mérite d'être vu et écouté. Et il y a 2 choses qui fonctionnent. 1, abonne-toi. Et 2, partage cet épisode. Juste avec une personne. Chaque semaine, il y a un nouvel épisode, donc une nouvelle dose d'inspiration. Parce qu'une histoire partagée, c'est une inspiration qui voyage. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast, alors merci. Maintenant, tu fais partie de cette aventure, alors fais-le savoir.